seulement 4 années-lumière. Voilà ce que l'on dit à propos de l'étoile la plus proche de la nôtre. De la même manière qu'on dirait qu'un magasin se trouve à seulement 4 rues d'ici, comme s'il s'agissait d'une petite promenade qu'on pourrait faire si jamais on en trouvait le temps. Ce soir, je veux ralentir ce petit mot, parce que caché à l'intérieur se trouve une distance si longue que la lumière elle-même, la chose la plus rapide qui existe, a besoin d'une année entière rien que pour la parcourir. Nous allons prendre la plus petite graduation sur la carte entière des étoiles, une seule année-lumière, et la mesurer honnêtement contre tout ce que nous avons jamais construit, contre notre machine la plus rapide, contre la sonde la plus lointaine que nous ayons jamais envoyée, contre des moteurs qui auraient besoin de l'énergie de milliers de bombes juste pour déplacer un petit engin. Et à la fin de cette soirée, vous saurez exactement combien de temps il faut vraiment pour franchir cette unique petite graduation de la règle et pourquoi la vraie réponse est bien pire que ce que vous imaginez. Installez-vous confortablement. Si vous êtes le genre de personne qui aime secrètement voir son sens des proportions démontées et remontées, appuyer sur le pouce en l'air et s'abonner aide véritablement cette chaîne à atteindre davantage de gens qui pensent comme vous. Parce qu'à la fin de tout ceci, ce petit mot seulement ne sonnera plus jamais de la même manière pour vous. Maintenant, installons-nous tranquillement. Il y a une phrase que vous avez entendue tant de fois qu'elle a cessé de signifier quoi que ce soit. L'étoile la plus proche, dit-on, n'est qu'à 4 années-lumière. Vous l'avez lu dans les gros titres, entendu dans les documentaires, peut-être prononcé vous-même, et à chaque fois ce petit mot passe inaperçu. Seulement. Seulement 4 années-lumière. On le dit de la même façon qu'on dirait qu'une ville n'est qu'à 4 kilomètres sur la route, comme s'il s'agissait d'un court trajet, d'une balade du dimanche, quelque chose qu'une personne déterminée pourrait simplement décider de faire. Ce soir, je veux ralentir cette phrase jusqu'à ce qu'elle cesse d'être confortable, parce que caché à l'intérieur de ce petit mot désinvolte se trouve l'un des faits les plus grands et les plus étranges concernant notre situation dans l'univers, et presque personne ne s'arrête jamais pour le regarder en face. Voici la question que je veux laisser suspendue dans la pièce entre nous, celle autour de laquelle toute cette soirée est construite. Combien de temps faut-il réellement pour parcourir une seule année-lumière? Pas 4. Pas la distance entière jusqu'à une autre étoile. Juste une. Une seule graduation sur la règle que nous utilisons pour mesurer le cosmos. Cela semble devoir avoir une réponse simple, presque ennuyeuse. Le genre de choses qu'on pourrait chercher et oublier. Mais la réponse honnête est si loin de ce que notre intuition attend qu'elle change la façon dont vous verrez chaque ciel nocturne sous lequel vous vous tiendrez jamais. Quand nous aurons terminé, vous saurez exactement ce que cette unique année-lumière coûte en années et en énergie et en quelque chose de plus difficile à nommer. Et je pense que vous conviendrez que la vraie réponse est pire et plus étrange que vous ne le pensez. Laissez-moi commencer par la version la plus douce du problème, celle qui se cache en pleine vue. Une année-lumière est une unité de distance. C'est la première chose que presque tout le monde comprend légèrement de travers, parce que le mot se termine par année et qu'une année est un temps. Alors une partie discrète de l'esprit classe l'année-lumière comme une durée, une période d'attente, un pan de calendrier qu'on pourrait endurer si l'on était assez patient. Ce n'en est pas une. Une année-lumière est une distance, la distance que la lumière parcourt en un an. Et la lumière n'est pas du tout patiente. La lumière est la chose la plus rapide qui existe. Rien dans l'univers ne la devance. Rien ne parvient même à l'égaler. Et une année-lumière est simplement la distance que cette chose impossiblement rapide couvre si on lui donne une année entière pour courir sans s'arrêter. Il y a donc déjà un petit piège dans la définition. Quand vous entendez une année-lumière, votre esprit veut ressentir un laps de temps que vous pourriez supporter assis. Ce que l'expression décrit en réalité, c'est une distance si longue que la chose la plus rapide de l'univers a besoin d'une année complète pour la franchir. Ce ne sont pas du tout les mêmes sensations. L'une est un poids, l'autre est un mur. Et toute la distance entre ces deux sensations, l'écart entre la sonorité de l'expression et ce qu'elle signifie, c'est le pays que nous allons traverser ensemble ce soir. Pensez à la raison pour laquelle cette unité existe. Nous avons inventé l'année-lumière parce que les distances ordinaires s'effondrent ici. Sur Terre, nous mesurons en mètres et en kilomètres, et cela fonctionne magnifiquement pour les routes, les rivières et la hauteur des montagnes. Allez jusqu'à la Lune et les chiffres sont encore gérables. Quelques centaines de milliers de kilomètres, un chiffre que vous pouvez garder en tête. Allez jusqu'au Soleil et vous êtes déjà dans les centaines de millions. Mais essayez d'écrire la distance jusqu'à l'étoile la plus proche en kilomètres et vous vous retrouvez avec un nombre qui a 13 chiffres. Un nombre qu'aucun esprit humain ne peut ressentir. Alors les astronomes ont fait la chose sensée. Ils ont pris le mètre étalon le plus rapide et le plus propre de l'univers, la distance que la lumière couvre en un an, et ils ont commencé à mesurer le cosmos dans ses longueurs. C'était un acte de clémence envers nos propres imaginations. Et voici le piège discret que cette clémence nous a tendu. Parce que l'année-lumière est une unité si commode, parce qu'elle nous permet d'écrire la distance à l'étoile la plus proche comme un chiffre unique et amical, 4,24, nous avons commencé à traiter cette unité comme petite. Elle est devenue la petite graduation, la ligne de base, le premier pas. L'étoile la plus proche n'en est qu'à quelques-unes.
Notre galaxie fait 100 000 de ces unités de large. La prochaine grande galaxie est à 2,5 millions. Contre des nombres comme ceux-là, une seule année-lumière semble n'être rien du tout. Comme le plus petit changement qu'on pourrait faire, comme la première foulée facile de n'importe quel voyage vers l'extérieur. C'est ce sentiment que je veux démonter. Parce que tout l'objet de cette soirée, le fait que je vais construire pour vous brique par brique, est que cette plus petite unité, cette première foulée désinvolte, cette chose que nous traitons comme le cas de base est déjà complètement hors de notre portée. Pas difficile, pas coûteuse. Hors de notre portée par chaque méthode que l'humanité ait jamais construite ou sérieusement conçue. Nous avons dessiné une carte de l'univers en utilisant une règle dont la plus petite graduation ne peut pas être franchie. Nous mesurons le cosmos dans une unité que nous ne pouvons pas parcourir. Je veux que vous ressentiez à quel point c'est étrange, parce que c'est véritablement bizarre quand on le regarde en face. Imaginez une carte d'un pays où le plus petit intervalle entre deux villes marquées, la petite distance que vous écarteriez normalement d'un coup de doigt, se révèle impossiblement lointain. Un intervalle qu'il faudrait plus que toute l'histoire écrite pour franchir. Vous cesseriez de faire confiance à la carte. Vous réaliseriez que la carte n'a pas été dessinée pour des créatures comme vous. C'est notre situation. L'année-lumière est le texte en petits caractères de l'univers, le plus petit nombre sur la règle cosmique, et elle se trouve juste au-delà de la lisière de tout ce que nous pouvons atteindre. Rien de cela n'est parce que nous n'avons pas essayé. Ce n'est pas une histoire de manque de courage ou de manque de rêve ou d'une défaillance de la volonté qu'une génération plus audacieuse pourrait corriger. Nous avons propulsé des machines hors du système solaire. Nous avons construit des moteurs qui touchent le soleil. Nous avons passé 70 ans et d'immenses fortunes à lancer des objets dans le noir aussi vite que nous le pouvions. Et ce soir, vous allez voir exactement jusqu'où tout cet effort nous a réellement porté contre la longueur d'une seule année-lumière. Et la réponse va sembler presque incroyable la première fois que vous l'entendrez. Nous n'en avons pas franchi une seule. Nous ne sommes même pas proches d'en franchir une. Nous n'avons pas, si je suis précis à ce sujet, même terminé le premier jour du voyage. Remarquez ce que je viens de faire, parce que c'est important. J'ai dit le premier jour, pas la première année. Il y a une distinction qui se cache là-dedans et sur laquelle nous reviendrons vers la fin. L'une de ces petites phrases qui signifiera quelque chose d'entièrement différent quand cette soirée sera terminée. Pour l'instant, gardez juste la forme de la chose en tête. La lumière le fait en un an. C'est la définition entière de l'unité, le fait le plus simple du sujet. Et je vais continuer à vous y ramener parce que tout ce qu'il y a d'étrange dans cette soirée vit dans l'espace entre ce que la lumière peut faire et ce que nous pouvons faire. La lumière le fait en un an. Gardez cela. Nous verrons encore et encore à quel point nos machines les plus rapides sont en deçà de cette simple ligne. Voici donc la promesse que je vous fais pour les prochaines heures. Nous allons prendre ce mot jeté en l'air, seulement, et nous allons le regagner. Nous commencerons par ce qu'une année-lumière est vraiment, ressentie plutôt que définie. Nous la mesurerons contre la vitesse la plus rapide à laquelle nous ayons jamais déplacé quoi que ce soit, puis contre la vitesse la plus rapide à laquelle un corps humain ait jamais voyagé. Et les chiffres commenceront déjà à se tordre. Nous trouverons la vitesse dont nous aurions besoin pour rendre la traversée supportable. Et puis nous découvrirons ensemble les 3 murs séparés qui se dressent entre nous et cette vitesse, chacun suffisant à lui seul pour nous arrêter, et les 3 se dressant en même temps. Nous examinerons honnêtement chaque échappatoire que quiconque ait jamais proposé. Les moteurs à fusion et l'antimatière, et les voiles poussées par des lasers et la courbure de l'espace lui-même. Et nous verrons ce que chacun nous offre vraiment et où chacun échoue. Et à la toute fin, je vous donnerai la réponse brute à la question par laquelle nous avons commencé. Le vrai nombre d'années qu'il faut pour parcourir une année-lumière avec quoi que ce soit que nous puissions réellement construire. Et je vous le promets, ce n'est pas le nombre que vous devineriez. Il y a une raison pour laquelle le mot seulement nous trompe si complètement, et elle vaut la peine d'être nommée, parce qu'une fois que vous la voyez, vous ne pouvez plus ne pas la voir. Nos esprits n'ont pas évolué pour gérer des nombres comme ceux-ci. Nous sommes construits pour juger des distances que nous pourrions parcourir à pied, des lancers que nous pourrions faire, l'écart entre une colline et la suivante. Quand un nombre dépasse quelques milliers, le sens humain des proportions capitule silencieusement et range tout ce qui est plus grand sous un seul en tête, loin. 1000 kilomètres et 1 billion de kilomètres atterrissent tous les deux dans le même casier. Celui étiqueté beaucoup. Et une fois qu'ils y sont, ils semblent à peu près de la même taille. Alors, quand quelqu'un dit que l'étoile la plus proche est à 4 années-lumière et que la Lune est à quelques centaines de milliers de kilomètres, les deux faits arrivent portant le même manteau. Les deux semblent loin. Et rien dans notre intuition ne nous avertit que l'une de ces distances n'est pas des milliers ou des millions de fois plus grande que l'autre, mais si démesurément plus grande que la comparaison elle-même cesse d'avoir un sens. C'est la faille silencieuse que l'année-lumière exploite. En nous donnant un petit nombre amical, 4, elle laisse notre sens brisé des proportions croire qu'il a compris quelque chose qu'il n'a pas compris du tout. 4 semble être une poignée. 4 semble être une chose que vous pourriez compter sur une main et puis tendre le bras pour la saisir.
Et donc nous disons seulement 4 années-lumière et nous imaginons quelque chose comme un long voyage, alors que la vérité est que ce chiffre unique cache une distance que nos esprits n'ont jamais été équipés pour ressentir. Cette soirée est, en un sens, une tentative de réparer cette faille à la main, de parcourir le nombre assez lentement pour que votre intuition ne puisse pas l'arrondir, jusqu'à ce que la taille d'une seule année-lumière cesse d'être un mot et devienne quelque chose que vous pouvez sentir peser sur vous. Mais nous ne sommes pas encore prêts pour cette réponse. Avant qu'elle puisse signifier quoi que ce soit, vous devez ressentir l'unité elle-même. Pas comme un mot, mais comme une distance, la véritable portée d'une seule année de lumière. Alors laissez-moi d'abord vous emmener là-bas, jusqu'au bord de cette unique petite graduation sur la règle cosmique, et vous montrer combien d'espace se cache vraiment à l'intérieur du mot que nous prononçons si légèrement. Commençons par le coureur, parce que tout ce qui concerne une année-lumière commence par la vitesse de la lumière. La lumière se déplace dans le vide à un peu moins de 300 000 km chaque seconde. Ce nombre est si grand qu'il glisse hors de l'esprit. Alors laissez-moi l'ancrer à quelque chose que votre corps connaît. Dans la seule seconde qu'il vous faut pour prononcer le mot lumière, un faisceau de celle-ci a déjà parcouru assez de distance pour faire le tour de la Terre entière environ 7 fois et demi. Une seconde, 7 tours et demi de la planète entière. Voilà le rythme de la chose à laquelle nous allons donner une année complète pour courir. Maintenant, gardez cette vitesse constante et laissez l'horloge tourner. Pas pendant une seconde, mais pendant un an. Chaque seconde, encore 300 000 km. 60 de ces secondes dans une minute. 60 de ces minutes dans une heure. 24 de ces heures dans un jour. 365 et un quart de ces jours dans un an. Quand vous multipliez tout jusqu'au bout, une année-lumière arrive à environ 9 500 milliards de kilomètres. Pour être plus exact, 9 460 milliards de kilomètres. Si vous préférez penser en termes de notre propre système solaire, c'est environ 63 000 fois la distance de la Terre au Soleil. Et la distance de la Terre au Soleil est déjà si grande que la lumière du Soleil, se déplaçant à cette même vitesse impossible, met 8 minutes et 20 secondes pour nous atteindre. Je veux que vous sentiez comment ces deux faits se tiennent l'un contre l'autre, parce que c'est le cœur du sujet. La lumière du Soleil met 8 minutes pour franchir l'espace entre nous et le Soleil, un espace de 150 millions de kilomètres. Et une année-lumière, c'est 63 000 de ces espaces mis bout à bout. 63 000 fois la portée qui prend déjà plus de 8 minutes à la lumière pour la franchir. Voilà la taille véritable de la plus petite graduation sur la règle cosmique. Ce n'est pas un pas, c'est un océan sans rivage opposé en vue. Laissez-moi essayer de la réduire à quelque chose que vous pouvez tenir, parce que les milliers de milliards ne sont que du bruit pour l'esprit humain. Imaginez que nous reconstruisons le système solaire sur une table et que nous fixons la distance de la Terre au Soleil comme une seule foulée ordinaire, un pas de vos propres jambes. À cette échelle, le Soleil entier rétrécit en un point chaud et la Terre est un grain de poussière à un pas. Maintenant, combien de distance faudrait-il parcourir, une foulée Terre-Soleil à la fois, pour couvrir une seule année-lumière? Vous devriez faire 63 000 de ces pas. Si vous les marchiez régulièrement, un par seconde, sans jamais vous arrêter pour vous reposer, il vous faudrait la majeure partie d'une journée entière de marche continue juste pour arpenter une année-lumière à une échelle où la distance entière jusqu'au Soleil est un seul pas. Et cela, rappelez-vous, c'est la petite unité. C'est celle qu'on appelle seulement. Voici une autre façon d'entrer dans le sujet, une qui commence à révéler la forme du problème auquel nous sommes vraiment confrontés. Oubliez les vaisseaux spatiaux pour un instant et pensez simplement aux choses les plus rapides de votre vie quotidienne. Imaginez une voiture sur l'autoroute, roulant à 100 km à l'heure. Et imaginez qu'elle puisse d'une manière ou d'une autre rouler droit vers le haut, quitter la route et foncer dans l'espace, sans jamais s'arrêter, sans jamais ralentir. Maintenant, cette vitesse à jamais. Combien de temps cette voiture aurait-elle besoin pour couvrir une année-lumière? La réponse est environ 10 800 000 ans. 10 millions d'années de conduite continuent à la vitesse de l'autoroute sans une seule pause pour franchir la plus petite graduation sur la carte des étoiles. Si vous remplacez la voiture par un avion de ligne à 900 km à l'heure, la vitesse la plus rapide que la plupart d'entre nous atteindront jamais personnellement, vous avez encore besoin de bien plus d'1 million d'années. Plus d'1 million d'années dans un avion, les moteurs hurlant tout le trajet, pour franchir une seule année-lumière. Asseyez-vous avec ce fait, parce qu'il vous dit quelque chose d'important avant même que nous ayons atteint les engins spatiaux. Le mur dont nous parlons ce soir n'est pas créé par les limites de notre technologie. Il apparaît bien avant que la technologie n'entre en scène. Même nos machines quotidiennes les plus rapides, celles que nous considérons comme véritablement vives, transforment une seule année-lumière en un voyage plus long que toute l'histoire de notre espèce. Le problème n'est pas que nos moteurs sont trop faibles. Le problème est inscrit dans la taille de la chose elle-même. Une année-lumière est si longue que le sens ordinaire du mot rapide s'effondre tout simplement face à elle. Et pourtant là-bas, c'est le petit nombre. C'est ici que j'ai besoin que vous sentiez le vertige d'échelle, doucement, sans aucune peur. Juste le réalignement tranquille de votre sens des proportions. Une année-lumière.
Cette distance qu'il faudrait plus d'1 million d'années à un avion pour franchir est la petite graduation sur la règle. Le système stellaire le plus proche du nôtre, Alpha du Centaure, n'est pas à une année-lumière. Il est à 4,24 d'entre elles. Plus de 4 de ces voyages d'1 million d'années en avion empilés les uns derrière les autres. Notre galaxie, la roue plate d'étoiles à l'intérieur de laquelle nous vivons, fait environ 100 000 années-lumière de diamètre. 100 000 de ces graduations, côte à côte, juste pour enjamber le quartier que nous appelons chez nous. Et la plus grande galaxie au-delà de la nôtre, Andromède, la tache floue que vous pouvez tout juste apercevoir à l'œil nu par une nuit sombre, se trouve à 2,5 millions d'années-lumière. Voici le fait vers lequel tout ceci tendait, la ligne la plus simple et la plus importante de tout le sujet. La lumière le fait en 1 an. Quelle que soit cette distance, quel que soit le nombre de milliers de milliards de kilomètres, quel que soit le nombre de voyages d'1 million d'années en avion qu'elle engloutit, la lumière la franchit en une seule année. Ce n'est pas une coïncidence, c'est la définition. L'année-lumière est calibrée sur la chose la plus rapide qui existe. Et même cette chose la plus rapide a besoin d'une année entière pour faire la traversée. Alors quand vous demandez combien de temps il faut pour parcourir une année-lumière, vous posez en réalité une comparaison. Vous demandez comment nous, avec nos machines et nos corps et nos vies brèves, nous mesurons face à la lumière. Laissez-moi construire l'unité par étapes, comme on montrait un escalier. Parce qu'une année-lumière est vraiment le sommet d'une échelle de distance lumineuse plus petite. Et chaque barreau de cette échelle mérite qu'on s'y arrête un instant. Commencez par une seule seconde de lumière. En une seconde, la lumière parcourt environ 300 000 km, ce qui se trouve être proche de la distance de la Terre à la Lune. La Lune est donc à un peu plus d'une seconde lumière. Montez maintenant à 1 minute lumière. En 1 minute, la lumière couvre environ 18 millions de kilomètres. Le Soleil se trouve à environ 8 minutes lumière de nous. Montez encore à 1 heure lumière et vous voilà parmi les planètes lointaines. La lumière met un peu plus de 5 heures pour atteindre Pluton. L'étendue entière des planètes, tout le système solaire familier que nous avons grandi en dessinant, ne fait que quelques heures-lumière de diamètre. Et maintenant, faites le dernier pas, l'énorme, celui des heures-lumière à l'année-lumière. Il y a presque 9000 heures dans un an. Alors une année-lumière n'est pas un peu plus grande que l'étendue des planètes. Elle est des milliers de fois plus grande que la distance entière du Soleil à Pluton. Si le système solaire entier jusqu'à la planète la plus lointaine avait la taille d'une pièce de monnaie posée dans votre paume, une année-lumière serait un cercle plus grand qu'une maison dessinée autour d'elle. C'est le bon que le mot cache. Nous grimpons confortablement des secondes-lumière aux minutes-lumière aux heures-lumière, chaque marche semblant raisonnable, et puis l'année-lumière arrive et éclipse l'échelle entière en dessous d'elle. Le 24 décembre 2024, une petite machine a fait quelque chose qu'aucun objet construit par des mains humaines n'avait jamais fait auparavant. Un vaisseau spatial appelé la sonde Parker Solar, à peu près de la taille d'une petite voiture, a plongé vers le Soleil et à son point le plus proche et le plus rapide, a atteint une vitesse de 692 000 km à l'heure. Autrement dit, environ 192 km chaque seconde. Dans le temps qu'il faut pour lire cette phrase à voix haute, cette sonde aurait traversé toute la France et continué. C'est, de loin, la vitesse la plus rapide qu'un objet construit par l'humanité ait jamais atteinte. Le pic absolu de 70 ans d'ingénierie. Alors faisons la chose honnête et confrontons ce record à notre unique graduation de la règle. Si la sonde Parker Solar pouvait d'une manière ou d'une autre maintenir cette vitesse, ces 192 km par seconde foudroyants, et foncer droit vers les étoiles, combien de temps lui faudrait-il pour franchir une année-lumière? L'objet le plus rapide que nous ayons jamais construit, à sa vitesse record de tous les temps, aurait besoin d'environ 1560 ans. 15 siècles. Pour remonter 1560 ans en arrière à partir de ce soir, c'est atterrir dans un monde d'avant, presque tout ce que vous reconnaîtriez comme l'histoire. Et toute cette étendue, cette remontée à travers tout ce que nous considérons comme l'ère moderne, c'est le temps que notre machine la plus rapide mettrait pour franchir la plus petite graduation sur la carte cosmique. Et voici où le record devient étrange, parce que je ne vous ai pas dit toute la vérité sur cette vitesse. La sonde Parker n'a pas atteint 192 km par seconde grâce à un moteur extraordinaire. Elle n'a pas un tel moteur. Elle a atteint cette vitesse en tombant. Elle a passé des années à utiliser la gravité de Vénus pour courber sa trajectoire de plus en plus près du Soleil. Et cette vitesse record est la vitesse d'un petit objet plongeant dans l'énorme colline gravitationnelle de notre étoile. Elle est rapide de la même manière qu'une pierre est rapide au pied d'une falaise très haute. Et cela signifie deux choses, toutes les deux humiliantes. La première est que la sonde ne peut pas maintenir cette vitesse. C'est une chute, pas une croisière. La seconde est encore plus étrange quand on y prête attention. Cette vitesse record de tous les temps est pointée dans la mauvaise direction. C'est un plongeon vers l'intérieur, vers le Soleil, l'opposé de la direction qu'il faudrait prendre pour partir. Mettons de côté les machines qui tombent et demandons quelles sont celles qui transportent des gens. Quelle est la vitesse la plus rapide qu'un être humain ait jamais atteinte? La réponse nous ramène aux équipages des missions Apollo. Au retour de leur voyage,
L'équipage d'Apollo 10 a atteint une vitesse d'environ 39 900 km à l'heure, soit un peu moins de 11 km par seconde. C'est encore le record de vitesse humaine, et il tient depuis plus d'un demi-siècle. Et à cette vitesse, la plus rapide à laquelle un être humain ait jamais bougé, une année-lumière prendrait environ 27 000 ans. 27 000 ans, plus longtemps que le temps écoulé depuis que les êtres humains ont peint les murs des premières grottes. Rassemblons ces chiffres parce que côte à côte, ils racontent une histoire qu'aucun d'entre eux ne raconte seul. La lumière franchit une année-lumière en un an. L'objet le plus rapide que nous ayons jamais construit mettrait 15 siècles, et il ne peut même pas maintenir la vitesse qui donne ce nombre. L'être humain le plus rapide qui ait jamais vécu mettrait 27 000 ans. Un avion mettrait plus d'1 million d'années, une voiture, plus de 10 millions. Et chacun de ces chiffres est pour une seule année-lumière, la petite unité. La graduation qu'on appelle seulement quand on dit que l'étoile la plus proche n'est qu'à 4 d'entre elles. Il y a un schéma dans ces chiffres, et le schéma n'est pas encourageant. Il dit que l'écart entre la lumière et nous n'est pas un petit écart qu'un meilleur moteur pourrait combler. C'est un écart d'un tout autre type. Un écart si large que la différence entre une voiture et la machine, la plus rapide que nous ayons jamais lancée, se remarque à peine face à lui. Il y a une dernière chose que je veux planter ici doucement, parce qu'elle va devenir importante plus tard. J'ai passé mon temps à vous dire à quel point nous envoyons des objets lentement à travers une année-lumière. Mais il y a une chose que nous pouvons déjà envoyer à travers cette distance à pleine vitesse, maintenant, ce soir, avec une technologie que nous avons depuis 100 ans. Nous pouvons envoyer de la lumière. Plus précisément, nous pouvons envoyer des ondes radio, qui sont une forme de lumière. Et les ondes radio se déplacent exactement à la vitesse dont l'unité porte le nom. Nos émissions les plus anciennes sont déjà à plus de 90 années-lumière dans la galaxie. Nous pouvons agiter la main à travers le noir. Nous ne pouvons pas y marcher. Gardez cette image tout près, parce que nous y reviendrons à la toute fin et elle aura pris du poids d'ici là. À l'automne 1977, avant que la plupart des gens vivants aujourd'hui ne soient nés, une machine a quitté la Terre qui n'est jamais revenue et ne reviendra jamais. Elle s'appelle Voyager 1 et c'est l'objet le plus lointain que notre espèce ait jamais placé dans l'univers. Elle n'est pas rapide selon les critères que nous venons de discuter. Elle se déplace à environ 17 km par seconde. Ce qui rend Voyager un extraordinaire, ce n'est pas sa vitesse. C'est son endurance. Elle vole vers l'extérieur, loin du Soleil, en ligne droite dans le noir, depuis près de 50 ans sans s'arrêter. Et en 2026, elle est sur le point d'atteindre un jalon qui dit tout sur le problème autour duquel nous tournons ce soir. En ce moment, Voyager 1 se trouve à environ 25 milliards de kilomètres de la Terre. C'est une telle distance qu'un signal radio venant de chez nous, se déplaçant à la vitesse de la lumière, met presque une journée entière pour l'atteindre. Et le 18 novembre 2026, elle franchit une ligne qu'aucun objet humain n'a jamais franchie. À cette date, Voyager 1 devient la première chose que nous ayons jamais construite à se trouver à un jour-lumière complet de la Terre. Un jour-lumière. La distance que la lumière parcourt en 24 heures. Après près de 50 ans de vol continu, notre machine la plus lointaine et la plus endurante aura finalement accompli son premier jour-lumière. Je veux que vous vous arrêtiez et que vous sentiez la forme de ce fait parce que c'est la comparaison la plus importante de toute cette soirée. Une année-lumière est faite de jours, de la même manière qu'une année ordinaire. Il y a 365 jours-lumière et un quart dans une année-lumière. Et Voyager 1, après un demi-siècle de vol, après avoir traversé les orbites des planètes géantes et poussé au-delà de la lisière de l'influence du Soleil, dans le véritable espace interstellaire, est sur le point d'achever son premier jour-lumière. 1 sur 365. Pour terminer une seule année-lumière à ce rythme, elle devrait continuer à voler non pas pendant encore 50 ans, mais pendant quelque chose comme 18 000 ans. Notre machine la plus lointaine, celle qui a voyagé plus longtemps et atteint plus loin que tout ce que nous ayons jamais construit, avance vers une année-lumière à un rythme qui prendrait environ 18 000 ans pour la compléter. Elle est en route depuis 1977 et elle a couvert un peu plus d'un quart d'1% d'une seule année-lumière. Le reste, les 99,7% restants de cette unique petite graduation, est encore devant elle. Une route si longue que si Voyager avait été lancée à l'aube de l'agriculture humaine, au tout début de la civilisation sédentaire, elle ne serait toujours pas arrivée. Il lui resterait encore des milliers d'années de route. Venez là-bas avec moi un instant, là où elle se trouve, parce que je crois que vous devriez vous tenir à côté d'elle avant que nous allions plus loin. Imaginez la sonde telle qu'elle est véritablement ce soir. C'est une petite chose plus petite qu'une voiture, un assemblage de métal vieilli et d'instruments construits avec la technologie des années 70. Son cœur nucléaire, un morceau de plutonium qui se refroidit lentement, faibli depuis des décennies. Et un par un, ces instruments se sont éteints pour économiser le dernier filet d'énergie. Autour d'elle, dans toutes les directions, il n'y a presque rien. Le soleil est derrière elle, réduit à l'étoile la plus brillante dans un ciel plein d'étoiles. Plus chaud, plus proche, juste un point de lumière parmi des milliers. Il n'y a ni haut ni bas là-bas. Pas d'air, pas de son,
Seulement la dérive lente de la machine à travers une obscurité si complète que l'étoile la plus proche devant elle est encore à des dizaines de milliers d'années de distance. Et à ce moment, à cette ligne qu'elle est en train de franchir, un message envoyé depuis le monde qui l'a construite, se déplaçant à la vitesse la plus rapide que l'univers autorise, mettrait un jour entier pour arriver. Un jour entier juste pour dire bonjour à la vitesse de la lumière. Voilà un jour-lumière. Et une année-lumière est 365 de ces jours empilés l'un derrière l'autre dans un noir que voyager traversera encore longtemps après que tous ceux qui aient jamais travaillé sur elle seront partis. Voyager transporte avec elle un disque doré, un disque de son et d'images de la Terre, un message de bienvenue placé à bord au cas où quelque chose la trouverait un jour dans un lointain futur. Les gens qui l'ont construite savaient, même alors, qu'elle n'atteindrait jamais une autre étoile dans un délai qui signifie quoi que ce soit pour une vie humaine. Ils l'ont envoyée quand même aussi loin que notre meilleur effort pouvait la lancer. Et notre meilleur effort, mesuré contre la règle des étoiles, l'a porté un jour-lumière en 50 ans. Ce n'est pas un échec, c'est une mesure honnête de notre position. Alors nous avons mesuré l'année-lumière contre notre machine la plus rapide et nos corps les plus rapides. Nous avons mesuré contre la machine la plus lointaine que nous ayons jamais fait voler, avec 50 ans de course. Et dans chaque cas, la réponse est revenue en milliers ou en millions d'années pour une seule graduation de la règle. À ce stade, une personne raisonnable pose la question évidente. Si nos machines actuelles sont aussi désespérées, alors à quelle vitesse devrions-nous réellement aller ? Quelle est la vitesse qui transformerait une année-lumière d'une impossibilité de 18 000 ans en quelque chose qu'une personne pourrait imaginer survivre ? Il y a une réponse à cette question et c'est un nombre propre et simple, et au moment où nous le trouvons, une porte semble s'ouvrir. Supposons que nous puissions voyager à 1% de la vitesse de la lumière. C'est déjà une vitesse presque absurde selon tout critère que nous ayons jamais atteint. À 1% de la vitesse de la lumière, une année-lumière prend 100 ans, un siècle, encore plus long qu'une vie humaine. Mais soudain, nous sommes dans la gamme des choses auxquelles une civilisation pourrait penser. Maintenant, poussons un peu plus loin. Supposons que nous puissions atteindre 10% de la vitesse de la lumière, 30 000 km par seconde. Et à cette vitesse, une année-lumière prend juste 10 ans. 10 ans. C'est une longue expédition, mais c'est une expédition humaine. Et si nous pouvions atteindre 20% de la vitesse de la lumière, une année-lumière ne prendrait que 5 ans. Sentez-vous la porte s'ouvrir ? Tout le poids écrasant de la première partie de cette soirée semble se dissoudre au moment où nous commençons à parler en fractions réelles de la vitesse de la lumière. 10% de la vitesse de la lumière. C'est la porte. C'est la vitesse qui transforme la plus petite graduation de la règle cosmique d'un mur de 18 000 ans en une expédition de 10 ans. Alors la question entière de cette soirée se résume à une seule affaire apparemment pratique. Peut-on pousser une machine ou une personne jusqu'à un dixième de la vitesse de la lumière ? Cela semble un problème d'ingénierie. Cela semble être le genre de chose qui est simplement très difficile. Le genre de problème qui cède devant assez d'ingéniosité et assez d'argent et assez de temps. Nous sommes passés du premier vol motorisé à la surface de la Lune en 66 ans. Sûrement qu'en un siècle ou deux, nous pourrions pousser une sonde à un dixième de la vitesse de la lumière. C'est exactement ce que presque tout le monde suppose la première fois qu'il y pense. Et c'est exactement là que la vraie étrangeté de cette soirée commence. Parce qu'atteindre un dixième de la vitesse de la lumière n'est pas comme construire un pont plus grand. Ce n'est pas une différence de degré. Quand vous vous asseyez et que vous calculez ce qu'il faudrait pour pousser, ne serait-ce qu'un petit objet jusqu'à cette vitesse, vous ne trouvez pas un problème d'ingénierie difficile. Vous trouvez un mur. Et derrière ce mur, vous trouvez un second mur. Et derrière celui-là, un troisième. Il y a 3 barrières séparées qui se dressent entre nous et ce dixième de la vitesse de la lumière. Et c'est la partie que je veux le plus que vous compreniez ce soir, parce que c'est la partie que presque personne n'a jamais montrée. Chacun de ces 3 murs, à lui seul, suffit à nous arrêter net. Pas nous ralentir, nous arrêter. Et les 3 se dressent en même temps. Le premier mur est l'énergie pure qu'il faut pour faire bouger quelque chose aussi vite. Le coût brut, écrit dans une monnaie si grande qu'elle est difficile à nommer. Le second mur est la cruauté de la façon dont les fusées fonctionnent réellement. La raison pour laquelle on ne peut pas simplement construire un plus gros moteur et y verser plus de carburant. Un morceau de mathématiques si impitoyable qu'il ressemble presque à une blague que l'univers nous joue. Et le troisième mur est celui qui attend à l'autre bout. Le problème de l'arrêt qui double tout et transforme même une traversée triomphale en une sorte de crève-cœur. Nous allons nous approcher de chacun de ces 3 murs tour à tour. Et quand nous les aurons tous vus, vous comprendrez non seulement que nous n'avons jamais franchi une année-lumière, mais pourquoi les raisons vont bien plus profond qu'un manque d'effort. Pour déplacer quelque chose, il faut lui donner de l'énergie. Et plus vous voulez que ça aille vite, plus il faut d'énergie. Jusque-là, c'est intuitif. Ce qui n'est pas intuitif, ce que presque personne ne porte dans ses tripes, c'est la brutalité avec laquelle ce coup grimpe quand la vitesse augmente. L'énergie de mouvement ne croît pas au même rythme que la vitesse. Elle croît avec le carré de la vitesse. Doublez la vitesse que vous voulez et vous avez besoin de 4 fois l'énergie.
Allez 10 fois plus vite et vous avez besoin de 100 fois l'énergie. Rendons cela concret. Imaginez la sonde interstellaire la plus modeste que vous pourriez sérieusement proposer. Pas un vaisseau spatial, pas une colonie. Juste une seule machine pesant environ 1 tonne métrique. Maintenant, posons la question la plus simple possible. Quelle quantité d'énergie pure devons-nous injecter dans cette sonde d'1 tonne, juste pour la faire bouger à 1/10 de la vitesse de la lumière? La réponse est environ 450 quadrillions de joules. Ce nombre ne signifie rien écrit ainsi. Alors laissez-moi le traduire dans la seule unité qui le rend tangible. C'est à peu près l'énergie de 7000 bombes atomiques du type de celles qui furent larguées sur Hiroshima. 7000. Prenez un moment avec cela. Pour accélérer une seule sonde d'1 tonne, une petite machine de la taille d'une voiture, jusqu'à 1/10 de la vitesse de la lumière, vous devez y canaliser l'énergie d'environ 7000 bombes atomiques. Et c'est le plancher. L'idéal parfait est impossible, la quantité dont vous auriez besoin si pas une seule particule d'énergie n'était gaspillée. En réalité, aucun moteur n'est parfait, et le chiffre réel serait plusieurs fois plus élevé encore. Et rappelez-vous ce que ces 7000 bombes vous achètent réellement. Elles ne vous achètent pas une traversée rapide. Elles vous achètent 1/10 de la vitesse de la lumière, ce qui signifie une année-lumière en 10 ans. 7000 bombes versées dans une petite machine, et elles mettraient encore une décennie pour franchir la plus petite graduation de la règle. Le second mur est, si possible, encore plus étrange et plus impitoyable que le premier. Le premier mur vous a dit le prix. Le second mur va vous dire que vous ne pouvez pas vous permettre de transporter l'argent. Chaque fusée qui ait jamais volé fonctionne en projetant quelque chose vers l'arrière. Elle transporte une réserve de carburant, brûle ce carburant et projette les gaz d'échappement derrière elle à grande vitesse. Et la poussée de ces gaz propulse la fusée vers l'avant. C'est le seul moyen par lequel nous nous sommes jamais déplacés dans l'espace, mais il porte en lui un piège, un morceau de logique si impitoyable qu'il a son propre nom parmi les ingénieurs. Le piège est le suivant. Une fusée doit transporter son propre carburant, et ce carburant a une masse. Et cette masse aussi doit être accélérée en même temps que tout le reste, jusqu'au moment exact où elle est brûlée. Si vous voulez aller plus vite, vous avez besoin de plus de carburant, mais ce carburant supplémentaire ajoute du poids. Et maintenant, vous avez besoin d'encore plus de carburant pour accélérer le carburant que vous venez d'ajouter. Et ce carburant additionnel ajoute encore plus de poids, exigeant encore plus de carburant pour le déplacer. Vous voyez la boucle. Chaque kilogramme de carburant que vous ajoutez pour aller plus vite doit lui-même être transporté et accéléré par le carburant en dessous de lui. Et toute la tour se nourrit d'elle-même. Pour de petites augmentations de vitesse, c'est gérable. La boucle reste douce. Mais à mesure que votre vitesse cible monte de plus en plus au-dessus de la vitesse de vos gaz d'échappement, la boucle cesse d'être douce et devient explosive au sens mathématique. La quantité de carburant dont vous avez besoin ne croît pas régulièrement, elle croît exponentiellement. Alors nourrissons 1/10 de la vitesse de la lumière dans cette logique et voyons ce qui en sort. Commençons par une fusée chimique, le genre qui vole réellement aujourd'hui, le genre qui a envoyé des gens sur la Lune. Une fusée chimique projette ses gaz d'échappement à une vitesse d'environ 4,5 km par seconde. C'est une belle vitesse pour quitter la Terre. Mais 1/10 de la vitesse de la lumière, c'est 30 000 km par seconde, près de 7000 fois plus rapide que les gaz d'échappement. Injectez ce ratio énorme dans la boucle exponentielle et la quantité de carburant nécessaire pour atteindre 1/10 de la vitesse de la lumière avec une fusée chimique sort comme un nombre que je dois décrire plutôt qu'écrire. 1 suivi de plus de 2900 zéros. Pour saisir à quel point c'est insensé, considérez que l'univers observable entier ne contient qu'environ 1 suivi de 80 zéros d'atomes. La fusée chimique ne nécessite pas un réservoir de carburant de la taille d'un bâtiment ou d'une planète ou d'une étoile. Elle nécessite un réservoir contenant plus de matière qu'il n'en existe dans l'univers. Montez maintenant à un propulseur ionique, le type de moteur le plus efficace que nous ayons jamais fait voler, qui projette ses gaz d'échappement non pas à 4 km par seconde, mais à environ 30. Le ratio de carburant tombe d'1 suivi de 2900 zéros à 1 suivi d'environ 430 zéros. Ce qui revient à dire qu'il passe d'inimaginablement catastrophiquement impossible à simplement inimaginablement catastrophiquement impossible. Le moteur 7 fois meilleur n'a pas résolu le problème. Il l'a à peine égratigné. C'est le moment où le second mur montre son vrai visage. La leçon de l'équation des fusées n'est pas qu'il nous faut une plus grosse fusée. C'est l'inverse. Au-delà d'un certain point, une plus grosse fusée est une pire fusée parce que passé une certaine vitesse, chaque kilogramme de carburant que vous ajoutez dépense plus de lui-même à transporter le carburant autour de lui qu'à réellement vous pousser en avant. Vous ne pouvez pas forcer le passage vers 1/10 de la vitesse de la lumière en construisant quelque chose d'énorme. L'énormité travaille contre vous. Ce qu'il vous faut, ce ne sont pas plus de carburant. Ce qu'il vous faut, c'est des gaz d'échappement fondamentalement plus rapides. Alors à quelle vitesse les gaz d'échappement doivent-ils être avant que les chiffres ne deviennent enfin vivables? Il faut grimper l'échelle bien plus haut, au-delà des propulseurs ioniques, au-delà de tout ce que nous avons jamais fait fonctionner, jusqu'au type de moteur qui n'existe pas encore en dehors des études conceptuelles.
Une fusée à fusion, qui fusionnerait l'hydrogène comme le fait le Soleil et projetterait les restes par l'arrière, pourrait en principe produire une vitesse d'échappement d'environ 10 000 km par seconde. Et à cette vitesse d'échappement, quelque chose de remarquable arrive enfin à l'arithmétique. Le ratio de carburant pour atteindre un dixième de la vitesse de la lumière tombe d'un nombre à des centaines de zéros à environ 10. 10 pour 1. 10 kg de carburant pour chaque kilogramme de charge utile. C'est un vrai nombre. C'est un problème d'ingénierie plutôt qu'une blague cosmique. C'est le premier barreau de l'échelle où l'équation des fusées cesse de se moquer de nous. Et c'est précisément pourquoi chaque proposition sérieuse pour franchir des distances interstellaires est construite autour de la fusion ou de quelque chose de plus extrême encore, et jamais autour des fusées chimiques qui volent réellement aujourd'hui. L'écart entre ce que nous utilisons et ce dont nous aurions besoin n'est pas un écart de degrés. C'est la différence entre projeter vos gaz d'échappement à 4 km par seconde et les projeter à 10 000. La grande évasion de l'équation des fusées est presque enfantinement simple à énoncer. Le problème était que le vaisseau devait transporter son propre carburant. Et transporter le carburant faisait tout s'effondrer. Alors ne le transportez pas. Laissez la source d'énergie chez nous, ancrée en sécurité dans notre propre système solaire, et utilisez-la pour pousser le vaisseau par derrière à travers le noir. C'est l'idée derrière le projet Breakthrough Starshot, annoncé en 2016, et c'est la tentative la plus sérieuse que quiconque ait jamais faite pour franchir une distance interstellaire au cours d'une vie humaine. Le concept est d'une élégance à couper le souffle. Au lieu d'un grand vaisseau, vous construisez quelque chose de presque impossiblement petit, une puce électronique attachée à une mince voile réfléchissante. Les deux ensemble pesant à peu près autant qu'un trombone, quelques grammes, pas plus. Et au lieu d'un moteur, vous construisez sur Terre ou en orbite un immense réseau de lasers d'une puissance combinée d'environ 100 gigawatts. Puis vous appuyez sur la gâchette. Pendant quelques minutes, ce faisceau immense de lumière se déverse sur la petite voile. Et la lumière, bien qu'elle n'ait pas de masse, porte une douce poussée, une pression. Concentrez-en assez sur quelque chose d'assez léger et cette douce poussée devient une bourrade sauvage. En ces quelques minutes de tir laser, la petite voile est propulsée jusqu'à environ 20% de la vitesse de la lumière. Mais l'évasion a un prix. 3 pièges, en vérité. Premièrement, il a fallu réduire le vaisseau entier à la masse d'un trombone. Quelques grammes suffisent pour une minuscule caméra, un émetteur minimal, un éclat d'électronique, et presque rien d'autre. Deuxièmement, le laser peut pousser la voile par derrière au départ. Rien ne tend devant elle pour la ralentir à l'arrivée. La voile traverse sa cible à un cinquième de la vitesse de la lumière et continue tout droit, incapable de s'arrêter, incapable de rester. Et troisièmement, le projet lui-même s'est largement mis en sommeil au milieu de cette décennie. La tentative la plus sérieuse de notre espèce pour franchir une année-lumière en une vie humaine est pour l'instant à l'arrêt. Ce qui nous amène au troisième mur, le problème de l'arrêt. Tout ce que nous avons calculé jusqu'ici, chaque chiffre d'énergie et chaque ratio de carburant, ne concernait que la moitié du voyage. Prendre de la vitesse. Mais un voyage n'est pas seulement un départ. Si vous voulez véritablement arriver quelque part plutôt que simplement le traverser, vous devez ralentir à nouveau. Et ici, l'univers joue son tour le plus cruel de la soirée. Parce que ralentir n'est pas un moindre problème que d'accélérer. C'est le même problème tout entier, empilé sur le premier. Pensez à ce que l'arrêt exige réellement. Dans l'espace profond, il n'y a rien contre quoi pousser, pas d'air pour freiner, pas de sol pour s'agripper. Le seul moyen de perdre votre vitesse est de projeter de la masse à l'avant du vaisseau, aussi fort que vous l'avez projeté à l'arrière pour prendre de la vitesse. Et parce que l'équation des fusées est exponentielle, dépenser ce changement de vitesse 2 fois ne double pas le carburant dont vous avez besoin. Cela l'élève au carré. Rappelons-nous la fusée à fusion, la seule conception où l'arithmétique devenait enfin vivable, nécessitant environ 10 kg de carburant pour chaque kilogramme de charge utile pour atteindre un dixième de la vitesse de la lumière. C'était pour l'accélération uniquement. Maintenant, demandez à cette même fusée à fusion de s'arrêter aussi à l'autre bout. Le ratio de masse ne passe pas de 10 à 20, il passe de 10 à environ 100. 100 kg de carburant pour chaque kilogramme de charge utile, juste pour arriver plutôt que de traverser en trombe. C'est pourquoi presque chaque concept interstellaire sérieux, jamais conçu, renonce tranquillement à s'arrêter. Ils ne sont pas conçus pour arriver, ils sont conçus pour traverser. Ils acceptent dès le départ que la sonde franchira sa cible à un cinquième ou un dixième de la vitesse de la lumière et continuera simplement, recueillant les données qu'elle peut dans la brève fenêtre où la destination défile. La rencontre entière, l'arrivée tout entière, le fruit du voyage le plus long jamais entrepris, dure quelques heures. La sonde prend les mesures qu'elle peut tandis que le monde passe en un éclair, et puis l'étoile est derrière elle, qui rétrécit, et devant elle il n'y a plus que du noir. Elle a fait tout ce chemin pour passer un après-midi. Et puis imaginez l'autre bout de ce signal, la partie qui vous brise quelque chose si vous la laissez faire. Les données que la sonde recueille en ces quelques heures doivent parcourir le chemin du retour à travers les années-lumière jusqu'aux gens qui l'ont envoyé, à la vitesse de la lumière, prenant des années pour arriver. Mais les gens qui l'ont envoyé n'attendent pas devant le récepteur. Ils ne le peuvent pas.
Tant de temps s'est écoulé pendant la traversée que les constructeurs de la mission sont morts depuis longtemps, leur nom à moitié oublié. L'institution qui a lancé la sonde n'existe peut-être plus. Le signal arrive dans un monde qui a tourné la page, portant quelques heures de mesure d'un endroit que presque aucun être humain encore vivant n'a choisi de visiter. Il n'y a pas de salle de contrôle remplie de visages en liesse. Il n'y a qu'une faible transmission arrivant du noir, adressée à des gens qui n'existent plus. C'est le troisième mur, celui qui attend au bout de chaque traversée. Le premier mur était l'énergie, des milliers de bombes pour une seule sonde. Le second mur était l'équation des fusées, le réservoir de carburant plus lourd que l'univers. Et le troisième mur est ceci. Même si vous battez les deux premiers, même si vous atteignez un dixième de la vitesse de la lumière et franchissez votre année-lumière, vous arrivez incapable de rester et vous faites votre rapport à personne. Il reste un dernier espoir. Einstein nous a donné l'un des faits les plus étranges et les plus vrais sur la réalité, et à première vue, il ressemble à la réponse parfaite à tous ceux contre quoi nous avons lutté ce soir. Le temps n'est pas le même pour tout le monde. Quand vous vous déplacez très vite par rapport à quelqu'un d'autre, votre horloge tourne plus lentement que la sienne. Pas parce que votre montre est cassée, mais parce que le temps lui-même, la vraie chose, coule plus lentement pour un voyageur en mouvement rapide. Ce n'est pas une théorie en attente de confirmation. Nous le mesurons chaque jour. Les satellites qui font fonctionner la navigation de votre téléphone doivent le corriger en permanence. Alors l'espoir est naturel et immédiat. Si un voyageur se déplaçait assez vite vers une autre étoile, peut-être que les longues années de la traversée se comprimeraient pour lui en quelque chose de court. Peut-être que la relativité est le passage secret à travers le mur. Et dans l'extrême, cet espoir est réel. Si vous pouviez voyager à 99% de la vitesse de la lumière, ou mieux encore 99,9%, l'effet deviendrait puissant. Le temps pour le voyageur ralentirait si dramatiquement qu'un voyage que nos horloges mesurent en années pourrait passer pour la personne à bord en mois ou en semaines. Le problème, comme toujours ce soir, est ce qu'il faut pour y arriver. Parce que le ralentissement du temps ne devient significatif que quand vous vous approchez véritablement de la vitesse de la lumière, dans la région des 90% et au-delà. Aux vitesses dont nous avons discuté, celles qui étaient déjà impossiblement coûteuses, l'effet est presque nul. À un dixième de la vitesse de la lumière, la vitesse qui nous coûtait 7000 bombes pour une seule sonde, l'horloge du voyageur tourne plus lentement d'environ 1,5% seulement. Ce voyage de 10 ans à travers une année-lumière semblerait à la personne qui le fait durer 9 ans et environ 11 mois. Le rabais relativiste à un dixième de la vitesse de la lumière est de quelques semaines sur une décennie. C'est une erreur d'arrondi. Alors pour que la dilatation du temps aide véritablement, vous ne pouvez pas voyager à un dixième de la vitesse de la lumière. Vous devez voyager à quelque chose comme 99% d'elle. Et maintenant vous voyez le piège se refermer, parce que nous savons déjà ce que ça coûte de s'approcher de la vitesse de la lumière. Et plus on s'en approche, pire c'est, pas de façon linéaire, mais de façon explosive. L'énergie nécessaire court vers l'infini exactement au moment où la récompense, la compression du temps, devient réelle. La relativité ne nous offre pas un moyen de contourner le mur de l'énergie. Elle nous offre une récompense qui ne se déverrouille qu'après que nous ayons déjà résolu le problème de l'énergie, et de façon bien plus complète que nous ne pourrions jamais le résoudre pour un dixième de la vitesse de la lumière. Le passage secret ramène à la même porte verrouillée devant laquelle nous nous tenons depuis toute la soirée. Il serait facile de finir là, dans l'ombre des murs, et d'appeler l'année-lumière simplement impossible. Mais ce ne serait pas honnête et ce ne serait pas toute la vérité. Parce qu'il y a une différence entre ce que nous ne pouvons pas faire avec les machines que nous avons et ce que les lois de la physique interdisent à jamais. Regardons honnêtement les idées qui tendent vers l'autre côté de ces murs. Le premier barreau sérieux est la fusion. Dans les années 70, un groupe d'ingénieurs britanniques a passé des années à concevoir une véritable sonde interstellaire appelée Dédale, une machine qui fusionnerait des pastilles d'hydrogène et d'hélium et chevaucherait les gaz d'échappement jusqu'à environ 12% de la vitesse de la lumière. À cette vitesse, une année-lumière ne prend qu'environ 8 ans. Ce n'est pas de la physique de science-fiction. Le problème est l'échelle. Dédale aurait pesé environ 54 000 tonnes, dont la plupart en carburant, incluant une forme rare d'hélium qui existe à peine sur Terre et devrait être extraite de l'atmosphère d'une planète géante. Et même alors, elle était conçue uniquement pour traverser sa cible, jamais pour s'arrêter. La fusion est une frontière, pas un mur, mais c'est une frontière que nous sommes loin d'atteindre. Le barreau suivant monte plus haut, vers le carburant le plus concentré que la physique permette, l'antimatière. Quand la matière ordinaire rencontre son jumeau miroir, les deux s'annihilent complètement, convertissant leur masse entière en énergie avec une efficacité que rien d'autre n'approche. En principe, quelques kilogrammes d'antimatière pourraient propulser une sonde à une fraction sérieuse de la vitesse de la lumière. C'est le carburant parfait. Et voici le piège. Nous pouvons fabriquer de l'antimatière, mais seulement quelques atomes à la fois dans d'énormes accélérateurs de particules à un coût faramineux. En toutes les années que nous en avons produites, l'humanité n'en a fabriqué qu'une infime fraction d'un seul gramme. Et même si nous l'avions,
Nous ne savons pas comment la stocker parce qu'elle détruit n'importe quel contenant ordinaire qu'elle touche. L'antimatière est le carburant parfait que nous ne pouvons ni fabriquer en quantités utiles ni conserver. Il y a un dernier échelon qui mérite d'être nommé parce qu'il est beau et parce que son échec est instructif. Dans les années 60, le physicien Robert Bussard a imaginé un vaisseau qui ne transporterait aucun carburant du tout, mais ramasserait au passage le mince hydrogène qui dérive entre les étoiles, canalisant ce gaz dans un moteur à fusion et le brûlant en route. Un moteur qui se nourrit du vide qu'il traverse. Quand des physiciens ont refait les calculs soigneusement, ils ont découvert quelque chose de décevant. Le collecteur nécessaire pour ramasser ce gaz impossiblement ténu devrait être énorme. Et le traîner même à travers le quasi-vide entre les étoiles ralentirait le vaisseau davantage que le carburant collecté ne pourrait l'accélérer. Le statoréacteur interstellaire, étudié honnêtement, fonctionne mieux comme frein que comme moteur. Et tout en haut de l'échelle siège le rêve qui ne se contenterait pas de grimper les murs, mais les effacerait. La distorsion. En 1994, un physicien nommé Miguel Alcubierre a montré que les propres équations d'Einstein permettent, sur le papier, un moyen de se déplacer plus vite que la lumière sans jamais violer localement la limite de vitesse. L'astuce est de laisser le vaisseau immobile à l'intérieur d'une bulle d'espace et de déplacer la bulle, contractant l'espace devant elle et l'étirant derrière, de sorte que la destination soit amenée vers vous plutôt que franchie. C'est véritablement autorisé par les mathématiques de la relativité générale. Et cela nécessite quelque chose que nous n'avons jamais vu et que nous ne trouverons peut-être jamais, une forme de matière à énergie négative, de la matière exotique, en quantité que les premières estimations plaçaient à plus de la masse énergie d'une planète entière. La distorsion est l'idée qui pourrait rendre l'année-lumière triviale. C'est aussi celle qui s'appuie le plus lourdement sur une physique que nous n'avons jamais observée et qui pourrait s'avérer entièrement interdite. C'est la frontière la plus lointaine ou le mur le plus haut, et honnêtement, personne ne sait lequel. Voilà l'échelle honnêtement gravie. La fusion, réelle mais nécessitant une montagne de carburant que nous ne pouvons pas encore construire. L'antimatière, parfaite mais infabricable et instockable. Les voiles, capables d'atteindre la vitesse mais pas de s'arrêter. Le statoréacteur, beau et contre-productif. Et la distorsion, transcendante et possiblement impossible. Chaque barreau achète quelque chose et chaque barreau échoue à quelque chose. L'année-lumière est-elle un mur ou une frontière? Elle est les deux, selon la méthode que vous tenez face à elle. Contre tout ce que nous pouvons réellement construire aujourd'hui, c'est un mur complet et immobile. Contre tout ce que nous pouvons sérieusement rêver, c'est une frontière, distante et gardée, possiblement atteignable dans quelques siècles lointains, possiblement jamais. Mais il y a un voyageur, un seul être pour qui l'année-lumière n'est pas un mur du tout. Et il est avec nous depuis le tout début de la soirée, tranquillement. Quelque part dans le noir ce soir, une onde radio voyage. Une émission qui a quitté la Terre il y a longtemps, portant une voix, une chanson, un fragment de quelques jours ordinaires. Elle se déplace à la pleine vitesse de la lumière parce qu'elle est lumière. Et elle ne ralentit pas et elle ne se lasse pas. 1 an après avoir quitté notre planète, en parfait silence, elle a glissé au-delà de la marque d'une année-lumière, la ligne même qu'aucun vaisseau des nôtres n'a jamais approchée, le mur qui a vaincu chaque moteur et chaque rêve. Elle a franchi la graduation sans effort parce qu'elle est la chose même que l'unité a été construite pour mesurer. Nous sommes déjà là-bas, juste pas en tant que nous-mêmes. Nous y sommes en tant que lumière. Alors laissez-moi vous dire simplement et enfin, combien de temps il faut vraiment pour parcourir une année-lumière? Nous avons commencé avec une question qui semblait presque simple. Et maintenant, ayant parcouru toute la distance ensemble, nous pouvons enfin y répondre. Mais la réponse n'est pas un seul nombre, parce que la vérité est qu'elle dépend entièrement de ce que vous êtes prêt à envoyer et de ce que vous êtes prêt à perdre. Si vous envoyez de la lumière, la réponse est un an, c'est la définition, propre et parfaite. Si vous envoyez un murmure radio de votre propre voix, un an et c'est déjà fait, déjà là-bas, déjà au-delà de la marque. Mais si vous voulez envoyer quelque chose de consistant, une machine, un instrument, un corps, quoi que ce soit qui pourrait réellement arriver et regarder autour et vous raconter ce qu'il a trouvé, alors la réponse change complètement. Avec l'objet le plus rapide que nous ayons jamais construit, et encore seulement pour un instant de chute, environ 15 siècles. Avec la machine la plus lointaine que nous ayons jamais fait voler, avec l'endurance patiente de Voyager, environ 18 000 ans pour cette unique graduation. Et avec n'importe quel engin que nous pourrions réellement construire pour transporter de vrais instruments, et plus que cela pour ralentir et rester, la réponse honnête n'est pas du tout un nombre d'années. Voici la façon la plus simple dont je puisse le dire, la chose vers laquelle toute cette soirée a marché. Le temps qu'il faut pour parcourir une année-lumière par n'importe quel moyen que nous puissions réellement construire est plus long que la vie de quiconque pourrait le lancer. C'est la vraie réponse. Pas un chiffre que vous pourriez écrire sur un calendrier, mais un fait sur les générations. Envoyer quoi que ce soit de nous-mêmes à travers une seule graduation de la règle cosmique, c'est l'envoyer à nos descendants ou à personne. C'est pourquoi le temps qu'il faut pour parcourir une année-lumière est pire que ce que vous pensez. Pas parce que le nombre est grand, même s'il l'est. C'est pire que ce que vous pensez parce que le nombre est plus long que nous.
Il est plus long que la personne qui a posé la question, plus long que ceux qui construiraient le vaisseau, plus long que la langue dans laquelle ils écriraient la mission. Nous avons tendu la main vers la plus petite unité sur la carte, nous attendant à ce qu'elle soit la facile, la ligne de base, le premier petit pas. Et nous avons trouvé que même le premier petit pas est plus long qu'une histoire humaine. Cette unique graduation, celle que nous appelions seulement, est un mur. Laissez-moi rassembler la phrase qui nous a portés jusqu'ici, la ligne la plus simple du sujet, et laissez-moi la terminer comme il se doit. La lumière le fait en 1 an. Nous le faisons en une éternité. Voilà toute la distance de cette soirée contenue dans 2 courtes phrases. L'unité de l'univers est nommée d'après la chose la plus rapide qui existe. Et cette chose la plus rapide franchit une graduation en 1 an. Et nous, avec tous nos moteurs et tout notre feu et tous nos rêves, nous la franchissons en quelque chose qui n'a pas de fin honnête. Et pourtant, je ne veux pas vous laisser dans le froid parce qu'il y a quelque chose d'autre dans tout cela, quelque chose qui a été tranquillement présent toute la soirée et que je trouve, plus j'y reste assis, plus consolant que triste. Nous ne pouvons pas franchir l'année-lumière avec nos corps. Mais nous l'avons remarqué. Nous l'avons mesuré. Nous sommes la partie de l'univers qui a regardé la plus petite graduation sur la carte et qui a calculé au kilomètre et au joule près exactement pourquoi elle est au-delà de nous. Aucune onde radio ne connaît la distance qu'elle parcourt. Aucune étoile ne compte les années-lumière entre elle et la suivante. Seuls nous faisons cela. Nous sommes la petite chose lente, clouée au sol, qui ne peut pas faire la traversée. Et nous sommes aussi la seule chose dans tout ce noir qui comprend la traversée assez bien pour la pleurer. Ce n'est pas rien. C'est peut-être, à sa manière, le fait le plus remarquable de la soirée. Et nous sommes déjà là-bas, de la seule manière dont nous le pouvons. Chaque émission que nous avons jamais envoyée voyage encore, franchissant graduation après graduation de la règle à la seule vitesse qui bat le noir. Nous pouvons agiter la main à travers le noir. Nous ne pouvons pas y marcher. Mais le geste est réel, et il est nôtre, et il se déplace vers l'extérieur ce soir au-delà de marques qu'aucun vaisseau des nôtres n'atteindra avant 10 000 ans, portant le son d'un jour humain ordinaire dans une distance que nous ne franchirons jamais personnellement. Il y a une sorte de tendresse dans cela. Une espèce qui ne peut qu'agiter la main, qui agite la main quand même, qui lance sa voix aussi loin que la lumière voudra bien la porter, parce que c'est bien la seule partie de nous que les murs ne peuvent pas arrêter. Alors la prochaine fois que vous serez dehors par une nuit claire, et que vous trouverez l'étoile la plus proche, et qu'un coin tranquille de votre esprit vous offrira cette phrase familière, seulement 4 années-lumière, j'espère que vous vous y arrêterez maintenant. J'espère que vous sentirez la taille véritable de ce seulement. Derrière lui se tient une seule graduation de la règle, une unique année-lumière. Une distance que la lumière franchit en 1 an et que nous ne pouvons pas franchir du tout dans un temps que le cœur humain puisse contenir. 4 de ces graduations jusqu'à l'étoile la plus proche, 100 000 d'entre elles à travers notre galaxie. 2,5 millions jusqu'à la prochaine. Et nous, ici-bas, au pied de la première. Notre machine la plus lointaine n'a pas encore terminé son premier jour. Nos voix sont déjà parties devant nous dans le noir, plus vite que nous ne pourrons jamais les suivre. La lumière le fait en 1 an. Nous le faisons en une éternité. Et pourtant, nous sommes la seule chose sous ce ciel qui a compris exactement pourquoi. Alors tenez une dernière fois l'image de la graduation unique, une année-lumière. La distance que la lumière parcourt en 1 an et que nous parcourons en quelque chose qui n'a pas de fin. Et tout cela dessiné dans une unité dont la première, la plus petite marque, est un mur pour tout ce que nous pouvons construire. Nous n'avons pas échoué à la franchir par manque d'effort ou de courage ou de rêve. Nous ne pouvons pas la franchir parce que l'univers est construit comme il est construit, parce que la lumière est aussi rapide que quoi que ce soit puisse être, et parce qu'une année de lumière est plus loin qu'une vie de feu ne peut nous porter. L'univers s'est mesuré en années de lumière et a placé la première marque au-delà de notre portée. Ce n'est pas un mur construit pour nous exclure. C'est tout simplement la vraie forme de la vaste pièce dans laquelle nous sommes nés, l'échelle honnête des distances entre les choses. Et il y a un étrange réconfort à connaître la vraie forme de la pièce, même quand la pièce est plus grande que n'importe quel voyage que nous puissions faire. Nous savons désormais à quelle distance exacte se trouve une année-lumière. Nous savons exactement ce qu'elle coûterait en feu et en carburant et en génération. Et nous savons pourquoi le prix ne peut pas encore être payé. Ce savoir ne nous porte pas de l'autre côté. Mais il règle quelque chose. Il nous place à notre vraie place, petits et lents sous un ciel dessiné dans une unité que nous ne pouvons pas parcourir. Et il nous permet enfin de nous reposer là, les yeux doucement levés, comprenant enfin le poids complet et silencieux d'une seule graduation de la règle, et combien la lumière va loin dans l'année qu'il faut à la Terre pour faire un tour autour du Soleil.